I drive Uber. I make some jiu-jitsu tournament to help. On le sait tous, l'UFC paie mal ses combattants. Un contrat de base, pendant longtemps, c'était $10 000 pour combattre, puis $10 000 si tu gagnais. À l'UFC 306, une place au premier rang coûtait $12 000. Un siège valait donc plus qu'un combattant qui monte dans la cage, se bat et perd. Imagine, 3 mois d'entraînement, des blessures, des risques, et au final, tu touches moins que le prix d'un billet. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? Mais est-ce que c'est pas parce que l'UFC n'a pas d'argent? Haha, bah non. La réponse courte, parce que l'UFC n'a pas besoin de payer plus. La réponse longue, il faut comprendre comment ils ont éliminé toute concurrence et construit un cartel. Mais pour comprendre ce cartel, il faut revenir en arrière, parce que l'UFC n'a pas toujours été seul. Dans les années 2000, il y avait 2 géants capables de le détruire. Le Pride au Japon, et plus tard, le Bellator aux États-Unis. Alors, pourquoi eux ont disparu et pas l'UFC? Spoiler, c'est cette différence qui explique pourquoi aujourd'hui, un siège vaut plus qu'un combattant. Au début des années 2000, le roi du MMA, c'était pas l'UFC, c'était le Pride au Japon. Le Tokyo Dome plein à craquer, 70 000 spectateurs, des shows plus proches d'un concert de rock que d'un gala de MMA. Et surtout, des salaires énormes. Certains champions, comme Fedor ou Cro Cop, gagnaient plus d'1 million par combat. Mais derrière les paillettes, il y avait l'ombre des Yakuza. Quand leurs liens avec la mafia ont éclaté en 2006, les sponsors ont fui. Et en quelques mois, le Pride s'est effondré. Et qui a débarqué pour ramasser les morceaux? Et surtout, pourquoi? Sans surprise, l'UFC, officiellement pour sauver le Pride. En réalité, l'objectif était d'absorber ses stars, mettre la main sur son catalogue vidéo et surtout voler sa légitimité. Bah oui, à l'origine, le prestige n'est pas à l'UFC, mais au Pride. En l'avalant, l'UFC a enterré le débat. Désormais, le centre du MMA mondial, c'était eux. Back in those days, if you was Pride champion, you was number 1. If you was UFC champion, you was number 2. Et pour les combattants, tout a changé. Car avec le Pride, mais aussi Strikeforce, WEC, Elite XC, ils avaient le choix. Ils pouvaient négocier, aller là où ça payait le mieux, mais une fois le Pride disparu, la négociation était terminée. Enfin presque. Il restait toujours le Bellator. Sur le papier, ça avait tout pour marcher. Le Bellator, c'était la promesse d'un autre MMA. Un tournoi original, des contrats alléchants, et surtout, la possibilité pour les fans de voir encore des légendes comme Rampage Jackson, Chael Sonnen, Tito Ortiz, en fait des ex-UFC qui semblaient offrir une deuxième vie à l'organisation. Et puis ils avaient même leur propre figure maison, comme Ben Askren, MVP, avec son style de PlayStation, Patricio Pitbull ou encore Douglas Lima, champion respecté. Pendant un temps, le Bellator représentait un souffle d'air frais. On pouvait se dire, ok, l'UFC est le roi, mais au moins, il y a une alternative. Mais dans les coulisses, c'était une autre histoire. Le matchmaking était souvent illogique, la communication à moitié ratée, et la diffusion confidentielle. Là où l'UFC remplissait des stades, le Bellator peinait à remplir des salles de taille moyenne. Et là où l'UFC signait un deal en l'or avec ESPN, le Bellator galérait à exister sur des chaînes câblées obscures. Et année après année, la même impression. Un concurrent qui aurait pu, mais ne l'a jamais fait. Un lent déclin jusqu'à 2023. Cette fois, plus de suspense. Le Bellator est racheté par le PFL. Officiellement, on parle de fusion. En réalité, c'est une absorption. Le nom disparaît et les restes sont intégrés tant bien que mal. Et la promesse d'un autre MMA s'éteint. À ce moment-là, le message est clair. Si tu veux exister mondialement, tu dois passer par l'UFC. Pas d'alternative crédible. Signe chez eux ou tu t'enfonces dans l'oubli. Mais au fait, qu'est-ce qu'un cartel? Un cartel, c'est pas juste de la drogue. En économie, c'est quand un acteur verrouille un marché, tue la concurrence et fixe les prix comme il veut. Pas de choix, pas de négociation. Donc par exemple, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, c'est un cartel. Parce que c'est une quinzaine de pays producteurs de pétrole qui s'assiedent autour d'une table et décident combien de barils ils vont produire. Moins ils produisent, plus les prix montent. Plus ils produisent, plus les prix diminuent. Résultat, ce sont eux qui fixent une partie du prix de l'essence que tu mets dans ta voiture. La mafia qui contrôle le béton à Naples, c'est aussi un cartel, parce qu'il est impossible de construire sans passer par eux. Donc un cartel, c'est ça, c'est verrouiller un marché, éliminer le choix et dicter les règles. Mais alors, pourquoi l'UFC a des prisonniers et la boxe des millionnaires? Dans les sports de combat, en fait, il y a 2 grands modèles, le modèle éclaté et le modèle fermé. Donc la boxe, c'est le modèle éclaté. Un Fury versus Wilder, c'est 3 promoteurs différents, 2 diffuseurs et des mois de négociation. Chaque superstar est une entreprise à elle seule. Mayweather, par exemple, a touché plus de 250 millions
en une seule soirée contre McGregor, soit autant que tous les combattants UFC réunis entre 2010 et 2017. Mais ce système est chaotique. En fait, comme dans le foot européen où il y a plein de clubs, plein de compétitions et chacun défend sa part du gâteau. Ça brasse de l'argent, mais c'est instable, conflictuel et personne ne contrôle vraiment l'ensemble. L'UFC, lui, a choisi le modèle fermé. Comme la NBA ou la NFL, un seul acteur contrôle les calendriers, les contrats et la diffusion. Résultat, pour l'UFC, c'est une stabilité totale avec une quarantaine d'événements par an, un calendrier clair et des revenus prévisibles. Les sponsors adorent et surtout, on suit la marque UFC et pas seulement les combattants. Mais voilà le piège. Dans une ligue fermée, pas de concurrence égale pas de négociation. Les salaires stagnent, les règles s'uniformisent, l'UFC seul décide qui a une chance et qui disparaît. Donc, c'est un modèle parfait pour l'UFC, ses boss et ses actionnaires. Mais pour les employés qui ramènent le cash, donc les combattants, c'est une prison. Et tu vas voir, chiffre à l'appui, pourquoi ce système est un enfer pour ceux qui montent dans la cage. Tu signes ton premier contrat UFC. Tu crois rejoindre l'élite. En réalité, tu viens d'entrer dans un élevage. Pendant plus de 10 ans, la prime des combattants est restée figée. 10 000 $ pour combattre, 10 000 si tu gagnes. 13 ans plus tard, les revenus de l'UFC ont été multipliés par 7. Toi, tu touches 12 000, 2 000 de plus en 13 ans. C'est pas un salaire, c'est une ration. Après les impôts, les entraîneurs, le manager, il reste environ 4 000 $. 4 000 pour 3 mois de préparation. Pour un corps abîmé, pour le risque de finir avec des séquelles irréversibles. On parle pas d'un rêve, on parle de survie. Avant, tu pouvais au moins respirer grâce aux sponsors. Un short couvert de patch valait parfois 100 000 $. C'était ton oxygène. Aujourd'hui, uniforme obligatoire, Reebok d'abord, Venom ensuite, à la place des 100 000, une poignée de milliers de dollars. Une réduction de 95%, un effondrement pur et simple. Mais, pour les champions, il restait une arme, les pay-per-view. McGregor ou GSP pouvaient encore dire « Regardez mes chiffres, payez-moi en conséquence ». Mais même ça, c'est terminé. Aujourd'hui, avec les deals télé garantis, les chiffres ne sont même plus publics. Paramount Plus will be the new exclusive home for the UFC starting in 2026. Today, they just announced the UFC just signed some crazy deal with Paramount Plus. I saw that. UFC signed a $7.7 billion. That's with a B, y'all. L'UFC encaisse des centaines de millions, quoi qu'il arrive. Donc le risque est nul pour eux, mais total pour l'athlète. Et si tu compares avec d'autres sports, le contraste est obscène. En NBA, les joueurs récupèrent 50% des revenus. En boxe, Mayweather a parfois encaissé 80% des revenus d'une soirée. À l'UFC, les combattants plafonnent à 17 ou 20%. Entre 2010 et 2017, tous les combattants UFC réunis ont gagné 626 millions. La même somme qu'un seul homme, Floyd Mayweather. C'est ça l'UFC, pas une prison dorée, mais un enclos. On y enferme des jeunes affamés, on les fait s'affronter et on leur redistribue quelques miettes. Pas assez pour vivre, juste assez pour rester docile. Les combattants ne sont pas idiots. Ils savent que les salaires sont ridicules, que les sponsors ont disparu et que le système est verrouillé. Alors pourquoi accepter ? Parce que l'UFC, c'est le prestige, c'est la reconnaissance, c'est l'héritage qu'on laisse. Être combattant UFC, ça ouvre des portes. Ça te donne une visibilité mondiale. Et pour beaucoup de combattants, c'est suffisant pour signer. They let you pretend that you're negotiating while you're not negotiating. You have this industry giant who's monopolized the entire sport, signing men and women who have no other option. En 2014, un groupe de 6 combattants a décidé de défier l'UFC sur son propre terrain, la justice. La procédure s'est ensuite élargie jusqu'à concerner plus de 1200 combattants. Leur accusation, c'est l'abus de monopole. Entre 2010 et 2017, l'UFC aurait verrouillé le marché et éliminé toute concurrence et plafonné artificiellement les salaires. 10 ans plus tard, le verdict tombe. L'organisation accepte un verdict historique de 375 millions de dollars. Pour compenser, les combattants sous-payés. Plus de 1000 combattants touchent une part. La moyenne tourne autour de 200 000 dollars. Mais certains encaissent bien plus. Anderson Silva, par exemple, reçoit plus de 10 millions. Et c'est le plus gros chèque du règlement. En fait, chaque combattant récupère environ 32% de ce qu'il avait gagné à l'époque. Plus 14 000 dollars par combat disputé. Mais derrière ce chiffre impressionnant, rien n'a changé. Pas de nouvelles règles, le cartel paie et continue comme avant. Et pourquoi ça se passe comme ça dans le MMA et pas dans la boxe ? Parce que le MMA ne possède pas la protection légale qu'à la boxe. C'est la fameuse Ali Act. Une loi qui impose transparence, concurrence et partage des revenus aux promoteurs. Mais
du coup qui ne s'applique pas à l'UFC. Résultat, juridiquement, l'organisation reste généralement intouchable. Voilà le vrai visage de l'UFC. Une réussite colossale, mais qui repose sur un modèle verrouillé. Donc l'organisation encaisse la gloire et l'argent, quand les combattants, pour la plupart, n'encaissent que des coups. You don't like the way we pay our fighters? Too bad.